19h11 à Paris, l'heure maintenant du débat de France 24. Bienvenue dans le débat de France 24. C'est à Versailles, sous les dorures de l'Ancien Régime, que François Hollande tente de relancer l'Europe. Curieux endroit pour ranimer un patient qu'on dit en commun avancé, qu'un vestige de l'histoire de France où le temps semble s'être figé. Et pourtant, Versailles, c'est aussi le G7 de 1982, resté célèbre pour avoir définitivement installé François Mitterrand dans la cour des grands d'Europe et du monde. C'est donc un sommet à 4, informel, qui réunit autour du président français la chancelière allemande Angela Merkel et les chefs de gouvernement italiens et espagnols Paolo Gentiloni et Mariano Rajoy. Un noyau dur des grands d'Europe, du moins par la population et l'économie, avec au menu l'esquisse d'une Union européenne à plusieurs vitesses. Et on se rend tout de suite à Versailles entendre ce que François Hollande a à nous dire. Car il y a un siècle, les nations européennes sortaient du premier conflit mondial et se retrouvaient à Versailles. Elles aspiraient à la paix, mais l'unité de l'Europe apparaissait comme une utopie. La réconciliation franco-allemande comme un rêve inaccessible. Et hélas, l'enchaînement et l'esprit de revanche ont provoqué un autre drame dans le siècle, le XXe, puisque ce fut la Seconde Guerre mondiale. Et il a fallu qu'il y ait cette tragédie pour que l'idéal européen devienne enfin une réalité. Et ce fut en 1957, le traité de Rome, dont nous célébrerons le 60e anniversaire le 25 mars prochain. Et c'est cette perspective qui nous rassemble ce soir. Nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup d'incertitudes, mais également beaucoup d'inquiétudes, et où des principes qui paraissaient établis pour toujours, l'état de droit, la démocratie, la solidarité, l'ouverture et même la paix, paraissent mis en cause. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas simplement commémorer le traité de Rome. Nous devons affirmer ensemble un engagement pour l'avenir. La France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, par leur histoire, par leur économie, par leur démographie, ont la responsabilité de tracer la voie, non pas pour l'imposer aux autres, mais pour être une force au service de l'Europe, pour impulser les mouvements indispensables. Nous sommes ici tous convaincus qu'aucune solution ne sera trouvée dans le repli sur soi, la fermeture, le rejet de l'autre et le refus de la solidarité. Ça vaut pour l'Europe, ça vaut pour le monde. Et plus que jamais, les défis qui sont devant nous exigent une mobilisation de l'Europe, pour elle-même et pour la planète. Parce que l'Europe n'a jamais conçu son unité qu'au service d'une cause plus forte encore, qui est celle de l'équilibre du monde. Mais l'Europe elle-même ne parviendra à convaincre que si elle est claire sur ses objectifs et sur ses méthodes. L'Europe réduite à son seul marché ou à sa seule monnaie et qui renoncerait à sa dimension politique serait en fait une Europe de régression. Et le statu quo ne peut pas être la solution, surtout après la décision qu'ont prise les Britanniques et qui conduit au Brexit. Alors, la première priorité que nous devons poser, c'est que l'Europe assure sa protection et sa sécurité. C'est la première demande que nous adressent les citoyens. Et la responsabilité qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que nous puissions, dans le cadre de l'Alliance atlantique, contribuer à notre propre défense, ce qui suppose une Europe de la défense et aussi que chaque pays puisse prendre sa part dans l'effort collectif. Nous devons également protéger nos frontières extérieures. Nous avons commencé à le faire pour que nous puissions traiter dignement la question des réfugiés, assurer la libre circulation, mais aussi lutter contre les risques et les menaces, et je pense notamment au terrorisme.
Nous devons aussi définir ensemble une politique migratoire et faire que les décisions que nous prenons puissent être respectées par tous. Voilà le premier enjeu, la protection et la sécurité. Et ce que nous demandent également nos peuples, c'est que nous puissions construire une Europe de progrès, avec de la croissance, avec des emplois et avec du progrès social, et avec cette capacité qui doit être celle de l'Europe de définir son projet à travers les industries d'avenir, que ce soit le numérique ou la transition énergétique et écologique. Et enfin, le troisième enjeu, c'est que l'Europe doit assurer la défense de ses intérêts et de ses valeurs partout dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle elle doit avoir une politique à l'égard de l'Afrique, une politique de développement. Elle doit participer au règlement des conflits au Moyen-Orient. Elle doit prendre sa part, et c'est ce que nous avons fait aussi avec Angela Merkel, du règlement de la crise en Ukraine. Et elle doit aussi défendre ses intérêts, notamment commerciaux, dans le monde, avec une conception qui ne peut pas être le protectionnisme, qui ne peut pas être non plus le libre-échange sans condition, mais nous devons veiller à ce que le monde puisse avoir des règles. Et c'est l'Europe qui, aujourd'hui, doit en assurer l'effectivité. Je veux terminer sur quelques idées simples. Si nous voulons que l'Europe soit au rendez-vous pour les prochaines années, elle doit d'abord tirer les conséquences du Brexit et être capable de vivre à 27. Et qu'à 27, nous puissions être suffisamment unis pour être respectés. Il n'y a pas de capacité à pouvoir influencer ou à pouvoir décider si la division s'installe. Ça vaut d'ailleurs pour l'Europe comme pour toute organisation. Mais l'unité n'est pas l'uniformité. Et c'est la raison pour laquelle je plaide pour qu'il y ait de nouvelles formes de coopération, pour de nouveaux projets, ce qu'on appelle les coopérations différenciées, qui fassent que quelques pays puissent aller plus vite, puissent aller plus loin dans des domaines comme la défense, comme la zone euro à travers l'approfondissement de l'union économique et monétaire, comme l'harmonisation fiscale et sociale, comme la culture, comme l'échange sur le plan de la jeunesse, que nous puissions aller plus vite et plus fort à quelques pays sans que d'autres en soient écartés, mais sans que d'autres ne puissent s'y opposer. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions à la fois montrer de la solidarité à 27, mais également de la capacité à avancer à un rythme différent entre les pays composant l'Europe à 27. Enfin, il faut que nous puissions être clairs sur ce que représente l'Europe, sur l'acquis sur lequel nous pouvons bâtir, sur ce que nous sommes ensemble, c'est-à-dire pas simplement un système économique, mais un système de valeurs. Nous défendons la démocratie, nous portons les idées de liberté, de dignité, de solidarité. Et face aux populistes, aux extrémistes, aux nationalistes, nous devons montrer que nous sommes capables d'avoir la cohésion nécessaire, l'impulsion indispensable et la capacité à pouvoir définir l'avenir. C'est ce que nous avons voulu faire ensemble ici pour préparer Rome, parce qu'un anniversaire, ce n'est pas simplement un regard vers le passé, c'est une volonté d'avancer plus loin encore ensemble pour les prochaines années. Angela. Ja, lieber François und liebe Kollegen, ich möchte... Voilà, vous venez de l'entendre, donc François Hollande qui introduisait donc ce mini-sommet informel à 4. Il doit y avoir un dîner ensuite entre François Hollande, donc Angela Merkel, ainsi que les chefs des gouvernements italiens et espagnols Paolo Gentiloni et Mariano Rajoy. Pour en débattre ici même avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir José Rojas Alonso. Bonjour, vous êtes avocat au barreau de Paris, secrétaire général du PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol, ici à Paris. Laurent Jacobelli, vous êtes secrétaire général adjoint de Debout la France et porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan, qui est donc candidat à l'élection présidentielle, ici même en France. Merci d'être avec nous. Patrick Martin-Génier, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des politiques publiques et de politique européenne.
Vous êtes également l'auteur de cet ouvrage, L'Europe a-t-elle un avenir, aux éditions Studirama. Et enfin, Caroline de Camaret, la chef du service Europe, ici même à France 24. Patrick Martin-Gény, on vient d'entendre François Hollande évoquer des coopérations différenciées. Aujourd'hui même, il a donné une interview à plusieurs quotidiens européens, dont Le Monde, dans lesquels il propose une coopération structurée. On l'a entendu, il veut aller plus loin, notamment en matière de défense. Qu'est-ce qu'il entend par coopération différenciée, coopération structurée? Est-ce que ça figure dans les textes actuels ou est-ce qu'il est question là carrément d'un nouveau traité européen? Oh, vous savez que personne ne veut de nouveaux traités. À chaque fois que vous dites qu'on va faire un nouveau traité, tout le monde dit non, il y a le traité, il existe, il y a des opportunités. En effet, il y a des opportunités dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le traité de Lisbonne a prévu que certains États peuvent aller plus loin en matière de coopération, notamment en matière de coopération de défense et de sécurité. C'est dans le traité, à condition, par exemple, que 9 États aillent plus loin en matière de coopération. Mais dans les faits, ça ne s'est jamais fait parce qu'il n'y a jamais eu jusqu'à présent de volonté politique. Et il a fallu, par exemple, les graves attentats terroristes, la terreur terroriste, pour que l'Europe tente de se réorganiser. Et par exemple, il existe dans le traité la notion de parquet européen. Et ce parquet européen n'a jamais vu le jour. Et c'est ça la grosse difficulté. Et aujourd'hui, face au danger, on l'a bien vu aujourd'hui avec la réunion du Conseil des ministres de la Défense et de l'Union européenne, il y a une volonté politique d'avancer. C'est dommage qu'on n'en ait pas parlé avant et qu'on ne l'ait pas fait avant. Une volonté, Caroline de Camaret, d'associer qui concrètement? Est-ce que ce sont uniquement les 4 pays qui sont présents là ou simplement ils se rendent compte parce que ce sont les plus importants en termes de population et de PIB et que du coup ils peuvent jouer un rôle moteur si d'autres souhaitent se joindre à eux? Oui, alors non, ce qu'il y a d'intéressant, c'est effectivement l'insistance sur le thème de la défense et qui inclut ces 4 pays et d'autres, parce qu'en effet, on imagine qu'une coopération renforcée qui est permise donc par les traités, c'est plutôt autour de 9. On a essayé d'en faire une désespérément autour de la taxe sur les transactions financières qui en 4 ans n'a pas vu le jour, donc ça n'a pas fonctionné. Mais alors le thème de la défense... Pourquoi 9 ? C'est parce que c'est écrit tel quel dans le texte ou c'est parce que c'était la CE pendant très longtemps, les 9 pays? C'est écrit dans le texte tel quel, le nouveau traité de Lisbonne, en effet. Et on était au-dessus pour la taxe sur les transactions financières, mais il y a quand même eu des bloqueurs de l'extérieur qui ont réussi leur coup, notamment la Belgique. Et donc là, on insiste sur le domaine de la défense qui commence à intéresser de plus en plus de monde. Et c'est ça qui est vraiment important aussi à souligner. Avec, en effet, l'élection de Donald Trump, vous l'avez souligné, dans un contexte géopolitique un petit peu particulier, qui a dit que finalement, l'Europe pouvait frôler l'implosion. Donc c'est aussi une réponse à Donald Trump que de dire, attendez, mais non, ceux qui veulent plus d'intégration vont y arriver. Puis d'autre part, il a aussi dit qu'il voulait peut-être moins investir dans l'OTAN, donc il va falloir se défendre nous-mêmes. C'est un peu ce qui permet à ces 4-là de dire, et y compris de tendre des perches en matière de défense à l'Est, puisqu'il y a l'inquiétude de l'autre côté également, côté Russie, et de leur dire, écoutez, en défense, on a besoin de faire plus maintenant. L'Allemagne en est désormais convaincue, qui longtemps a été très réticente sur ce chapitre, et nous voulons impulser quelque chose. Et puis il y a d'autres domaines aussi qui sont susceptibles de séduire les électeurs jeunes notamment et de redonner confiance dans l'Europe et sa capacité de rebondir. Laurent Jacobelli, une Europe qui veut se donner les moyens d'exister face aux États-Unis, de ne plus être forcément dans le giron de la politique étrangère américaine avec une défense commune. Est-ce que ce n'est pas une idée qui pourrait justement trouver un intérêt aux yeux de votre parti et évidemment de Nicolas Dupont-Aignan, aux yeux de Debout la France? Est-ce qu'on n'a pas là justement les moyens enfin d'une Europe des nations qui existe notamment par sa politique de défense commune? Écoutez, François Hollande, avec vous sur ce plateau, je me dis qu'il a peut-être commencé, au bout de son quinquennat, à comprendre 2-3 choses. De se dire qu'on n'était pas obligé de tout faire à 28 ou à 27, qu'au cas par cas, on pouvait être 4, 5 ou 6 autour de la table pour faire avancer des projets. Maintenant, je vais être franc avec vous, j'y crois pas une seconde. C'est un mini-sommet pour un mini-président, pour une mini-fin de mandat. La réunion des 4 aura duré 25 minutes avant le dîner. Je pense que si on avait pu régler le problème de l'Union européenne en 25 minutes, c'est dommage de le faire maintenant. Moi, j'ai entendu un certain nombre de choses qui m'ont choqué dans le discours de François Hollande. Pourtant, il n'était pas long. Il n'était pas long, mais il était quand même très choquant, en disant qu'il y avait des risques pour la démocratie. Mais le seul risque pour la démocratie que nous avons aujourd'hui, c'est l'Union européenne elle-même, puisqu'on est dirigé par des commissaires non élus qui nous imposent des choses, notamment à notre Parlement, qui, lui,
est élu. Il nous a dit qu'il... Il y a un Parlement européen quand même qui lui-même oui, qui a un pouvoir quand même très limité par rapport à la Commission, on le voit tous les jours. Donc les eurosceptiques aujourd'hui sont presque la force majoritaire, en tout cas, qui ont Et pourtant, vous voyez bien, ils n'arrivent pas à imposer leurs idées. Et il a dit une autre chose qui m'a choqué, c'est qu'on devait avoir conscience de l'Union européenne pour la sécurité. Mais enfin, Monsieur François Hollande, la France est en guerre contre les djihadismes. Depuis 1945, c'est la première fois que nous sommes en guerre sur notre territoire, et c'est notamment aggravé par l'Union européenne et par les accords de Schengen qui font qu'on n'a plus de frontières. Donc, il fait un constat qui est l'inverse de la réalité, et il le fait en fin de mandat. Donc, il faut faire tout l'inverse de ce qu'il dit. Rétablir les frontières et effectivement, au cas par cas, avoir une Europe des nations. Et ça, c'est celle que nous proposons, effectivement, avec Nicolas Dupont-Aignan, qui était finalement l'Europe de De Gaulle. José Horace Alonso, ce qui est en train de se passer en ce moment à Versailles, c'est un cadeau qui est fait à des gouvernants européens pour un président en fin de mandat, ou est-ce que ça a une vraie signification d'après vous et c'est porteur d'un vrai projet ? Non, d'abord, je pense que très sincèrement, c'est méprisant de dire que c'est un mini-sommet pour un mini-président, un petit président, comme on vient de le dire. Non, il n'y a pas de. Il faut, je pense, sur le débat sur le futur de l'Union européenne, comme sur beaucoup de sujets politiques et beaucoup de sujets économiques et sociaux, il faut se garder des solutions miracles et des diagnostics à l'emporte-pièce. Parce qu'on nous dit, voilà, l'Europe ne fonctionne pas, et comme elle ne fonctionne pas, on va faire exactement l'inverse de ce qu'on a fait pendant 40 ou 50 ans, c'est-à-dire on va fermer toutes les frontières. Alors, moi, très sincèrement, j'arrive pas à comprendre ce discours, parce que c'est d'abord contraire au sens de l'histoire. Il faut avoir aussi la conscience et le sens des responsabilités et le sens de l'histoire. Et surtout, c'est contraire même aux intérêts des États européens. Croire aujourd'hui que chacun des États européens a une marge d'autonomie et une capacité telle d'affronter les autres continents, je ne parle même pas des États-Unis et de la Russie, mais d'affronter les difficultés internationales et de défendre lui-même mieux qu'à 27 ses intérêts nationaux, je pense que c'est une vue de l'esprit. L'Union européenne a fonctionné, d'ailleurs on lui a suffisamment reproché ça, a commencé à fonctionner pour des raisons économiques. C'est-à-dire pour permettre un libre marché sur le continent européen et pour permettre de mieux se défendre par rapport à l'extérieur. Je vais rappeler juste une chose, puisqu'on a parlé des traités européens, mais l'une des compétences capitales dont on ne parle jamais de l'Union européenne, c'est la capacité de négocier des traités commerciaux avec les autres ensembles économiques, avec les autres nations. C'est essentiel. On va, alors justement, c'est essentiel, parce que si on a... ça paraît évidemment logique qu'on est moins fort tout seul qu'à 27. On va reprendre juste après une courte pause. Vous restez avec nous et on reprendra justement sur ce sujet des traités commerciaux. Et puis il faudra évidemment parler défense.